Politique Matin avec Herman Roselli qui ce matin pour vous reçoit Davy Riemann, candidat aux législatives de la 2e circonscription. Davy Riemann, bonjour. Bonjour Mouniouz, bonjour aux auditeurs, bonjour à toute la Guyane. Et c'est l'occasion justement de saluer les auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs de la 2e circonscription qui nous écoutent donc sur nos fréquences du côté de Kourou, etc. À 72 heures maintenant du premier tour du scrutin, vous êtes dans quel état d'esprit ? Écoutez, comme je l'ai toujours été, serein, tranquille, on fait ce qu'on a à faire, on dit ce qu'on a à dire, on développe, on partage, on discute, on échange, on écoute aussi, c'est important durant ces moments-là. Donc là-dessus, tranquille et prêt à faire ce qu'il faut. Est-ce que vous en avez voulu à Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale ? La dissolution de l'Assemblée nationale, pour moi, au moment où il le fait, et surtout dans la manière dont il le fait, ça n'a aucun sens. Il n'y avait pas de lien de causalité par rapport aux européennes, puisque quelques jours avant, lui-même le disait, il n'y a pas de lien avec les élections européennes et la politique nationale. Bon, il en a fait tout autre. Je ne sais pas s'il a eu un coup de chaud par rapport au fait que le RN leur a mis une volée. De toute façon, vous vous attendiez à cette dissolution, Davy Riemann ? Non, pas du tout. À un moment ou un autre, elle devait intervenir. Non, mais en fait, pourquoi ? C'est par rapport à quoi on dit que la dissolution devait intervenir ? Sur quelle analyse on se base pour dire ça ? Vous-même qui étiez à l'Assemblée nationale, c'était devenu compliqué. Enfin, vous êtes le meilleur témoin de ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Mais c'était compliqué, pourquoi ? Parce que dès le départ, Emmanuel Macron n'avait pas la majorité absolue, donc les 288 sièges nécessaires à cela. Donc les Français et les Françaises en ont décidé autrement. Ils lui ont donné une majorité relative, donc c'était à lui et sa majorité d'avoir cette intelligence collective et de savoir discuter avec les autres groupes pour mener à bien la politique à l'échelle de la nation. Mais ils n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. Eux, c'est imposé, c'est dicté, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'écoute, on impose. Sauf que là, vous n'avez pas la majorité absolue, donc vous ne pouvez pas faire comme ce que vous le faisiez lors du premier quinquennat. Et c'est en ça que ça pose un problème. Donc, pour moi, il n'y avait pas une volonté, un besoin absolu de dissoudre l'Assemblée. C'est l'équipe d'Emmanuel Macron, et lui-même d'ailleurs, qui aurait dû à un moment donné se remettre en cause et voir comment élargir potentiellement leur base de travail afin que les discussions aient lieu de bonne facture et moins dans la confrontation perpétuelle à cause de la Macronie. Donc on aurait pu, alors on va pas faire des et si parce que ça change rien, mais on aurait pu selon vous continuer ainsi, et pourtant vous étiez au premier banc, Davy Riemann, on aurait pu continuer ici avec des députés qui affichent des drapeaux, des députés qui s'insultent, enfin bref, c'était l'anarchie presque à l'Assemblée nationale, non ? Oui, mais j'ai envie de dire, faut pas non plus noir sur le tableau, dans la mesure où lorsqu'on regarde ce qui a pu se passer à l'Assemblée nationale française il y a 10, 15, 20 ans, c'était aussi houleux. On a pu voir à un moment donné Emmanueli qui descendait dans les rangs de l'Assemblée pour en venir aux mains avec d'autres. C'était très très houleux aussi à une période dans la politique française. Donc il n'y a rien de nouveau, j'ai envie de dire aujourd'hui. La seule différence, c'est que là, on a un président de la République qui n'a pas une majorité absolue, donc qui est contraint. Il est contraint. Et moi, ce que je trouve dommage, et ce que je trouve aussi pas très malin de leur part, c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter à cette réalité-là. J'ai envie de dire, évoluer intellectuellement pour savoir comment composer avec les différents groupes et avancer collectivement pour le bien de la nation en France. Ils ont voulu rester sur leur position initiale et c'est ce qui a, j'ai envie de dire, à différents niveaux, bloqué les rouages. Donc la dissolution, est-ce que c'était devenu inévitable politiquement, à mon sens, non. Parce que là, aujourd'hui, en faisant cela, lui-même en train de s'aborder son propre bateau, parce qu'il sait pertinemment qu'il n'aura pas la majorité. Alors, vous êtes bien placé pour savoir que c'est le même scénario qui se dessine là, au lendemain du 7 juillet. A priori, on s'oriente vers des blocs, mais pas de majorité absolue. Comment vous projetez, si vous êtes réélu, puisque vous êtes le député sortant, comment vous vous projetez dans toute cette cacophonie là qui s'annonce à nouveau ? Le plus important pour nous, ça va être de toujours veiller à ce que l'intérêt de nos territoires, en tout cas l'intérêt de la Guyane, soit préservé, soit sauvegardé, parce qu'il en va des besoins urgents et sur lesquels moi je ne vais pas transiger, très clairement. Donc quel que soit le gouvernement qui sera en place, il y aura des discussions à reprendre sur des sujets extrêmement importants. Donc il y a que ça, moi, qui me permet de garder la boussole comme il se doit. En d'autres termes, je n'arrive pas à aller au-delà du fait que ça va être compliqué à gouverner, quel qu'il soit, parce qu'avec 3 blocs, parce qu'aucun à la majorité, il va falloir vraiment jouer les équilibristes ou bien faire le grand écart pour certains
pour effectivement trouver des majorités pour certains textes de loi. Et donc ça va être la même application pour tout le monde à ce moment-là. Il va falloir trouver, selon les textes, peut-être des majorités de circonstances pour faire passer des textes de loi. Mais un peu plus pour des députés comme vous qui sont dans des groupes indépendants, parce qu'on va en parler dans un instant, mais j'imagine que dans le groupe dans lequel vous souhaiteriez vous positionner, ce sera un groupe indépendant, ce ne sera pas le RN, j'imagine que ce sera encore moins le nouveau Front Populaire. Votre voix sera un peu difficile à entendre quand même, Davy Riemann. Monsieur Roseli, je pense que vous êtes dans l'erreur. Je siégeais avec la NUPES, donc le bloc de gauche. Là, je siégerai avec mon groupe qui sera avec le nouveau Front Populaire, on sera à gauche. Donc mon groupe c'était le JDR. Donc si tout le monde est là, on aura le même groupe. Un groupe qui me permettait de m'exprimer, de voter à ma guise, de prendre la parole, de faire ce qui était important à nos yeux de faire. Donc là-dessus, non. Moi je serai avec le bloc de gauche comme j'ai été lors de la précédente législature. Là-dessus, aucune ambiguïté. Donc ça restera la même chose en ce qui me concerne. Alors, vous disiez, s'ils sont tous là, parce que c'est pour ça que je parle de cacophonie. Ce Front Populaire, il a déjà quand même quelques difficultés à rester unis. Comment faire entendre la voix de la Guyane, Davy Riemann, dans un contexte qui, je le rappelle, sera difficile. Vous en êtes conscient quand même, Davy Riemann. Mais je fais entendre ma voix comme j'ai su la faire entendre pendant les 2 premières années de la précédente mandature. Là-dessus, il faut pas qu'on croie parce qu'on est dans l'opposition ou parce qu'on est dans la majorité, on sera bien entendu. Ça c'est faux, c'est totalement non prouvé puisqu'on voit la situation de la Guyane. Le plus important, c'est comment nous on exerce notre fonction au sein de l'Assemblée. Donc moi j'ai réussi à tisser des liens, à rassembler des autres députés autour de certains nombres de choses. Avec le député Cassor, on a su faire avancer certains sujets et donc ça avançait, on était dans une phase ascendante. On avait trouvé un rythme de croisière, on commençait vraiment à déployer toute la stratégie qui était la nôtre pour démontrer ce que c'est la Guyane. On a cassé votre dynamique. Oui, parce que là aujourd'hui, on va repartir de zéro au sein de l'Assemblée. Donc au-delà de la nouvelle configuration qu'il y aura à l'Assemblée nationale, on ne sait pas si tous les mêmes députés seront présents, donc on pense qu'il y aura des changements. Ça veut dire que même si au niveau des équipes, il y aura les mêmes quasiment, mais dans la mise en œuvre, ça va être différent. Alors, vous parlez de Jean-Victor Castor, vous avez été unis, certes, vous avez travaillé de concert sur ces 2 dernières années, mais certains vous reprochent d'avoir été un peu absent sur le terrain, d'avoir abandonné le terrain, de ne pas avoir installé de permanence électorale. Ce sont des électeurs qui vous reprochent ça, de les avoir un peu abandonnés. Qu'est-ce que vous répondez ? Non, ça c'est totalement faux. Les personnes qui véhiculent ça, elles sont pour moi, ce sont des propos totalement mensongers. Vous l'avez entendu ça ou pas sur le terrain ? Sur le terrain, que moi j'ai abandonné les électeurs ? Pendant la campagne. Parce que, non, alors pas du tout. Partout où je suis passé, on a pu échanger avec les électeurs. Et ils sont contents du travail qu'on a pu initier pendant ces 2 premières années. Et les personnes qui véhiculent ces informations-là, ce sont des personnes qui sont candidats. Et donc, en plus, ce sont des informations totalement fausses, malheureusement pour elles. Il faudrait qu'elles revoient leur copie, leur source. Et c'est ce qui est dommageable, parce que je suis pour qu'il y ait l'engagement en politique. Mais à partir du moment où est-ce que vous venez, vous commencez à raconter du n'importe quoi, c'est en ça peut-être que les gens commencent à dire bon, ça c'est pas bon, nous ne sommes pas d'accord. Il faut dire la vérité. Je suis engagé politique, je suis candidat, je viens proposer quelque chose. Je ne viens pas contre quelqu'un. À partir du moment où vous commencez à mentir sur un candidat, c'est que vous êtes contre cette personne-là. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à cette dissolution-là, je ne pense pas qu'on était dans le mauvais temps, Jean-Victor Castor et moi, et toutes les sollicitations que j'ai pu avoir en matière de problématiques, de rencontres, de rendez-vous, j'ai répondu présent. Même en Guyane, on ne parle pas de l'Assemblée nationale et des réunions là-bas, on est d'accord. Mais surtout en Guyane, monsieur Roseli, je suis le seul député de Guyane à avoir rassemblé tous les maires pour travailler de concert avec eux à un endroit pendant une journée de travail. Nous sommes les seuls députés à aller à la rencontre de la population pour discuter, échanger avec eux au travers de meetings, de rencontres périodiques. J'ai pu aller me rendre sur le Haut-Maroni lors des inondations, au niveau de Twenke, Maripasoula, Papa-Echtan, Grand-Santi, Saint-Laurent. Saint-Laurent était au cœur de mes déplacements. Donc, toutes les personnes qui disent ça aujourd'hui, elles sont totalement dans l'erreur et mon travail ne fait que montrer mon action sur le terrain. Alors justement, on va parler de votre action, de vos projets, etc. dans 2 minutes, mais quand même, c'est un fait de campagne. On s'y attendait pas forcément à cette candidature. Je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que votre élection n'aurait pas été quasi assurée si Sophie Charles n'était pas venue se présenter sur cette élection ?
Je ne peux pas parler comme ça. On ne sait pas de quoi, comment les élections auraient pu se dérouler. Madame Charles est là, donc elle fait partie des candidats. Et il faut faire avec, comme tous les autres candidats qui s'étaient déjà annoncés. Il se dit que c'est une candidate assez sérieuse quand même. Les observateurs s'accordent à dire que c'est une candidate. Mais est-ce que ça veut dire que les autres candidats ne sont pas sérieux, monsieur Roselli? Moi, je ne vois pas ça comme ça. Quelle que soit la personne qui vient, qui est candidate, il faut la prendre en sérieux. C'est un candidat comme un autre. Ce candidat-là a des choses à faire valoir au niveau de la population. Elle pourrait être plus intéressante que d'autres par rapport à son approche, par rapport à son regard aussi. Donc il faut prendre tout le monde au sérieux et faire face à cela. D'accord, bon, ce sera votre dernier mot alors. Clairement. C'est une analyse simple, bon, peut-être pas réaliste, permettez-moi, de Viriman quand même, mais bon, voilà. On sait bien que si Madame Sophie Charles n'était pas là, face aux 2 ou 3 autres candidats qui sont là, vous auriez quand même plus de chances, peut-être même d'être élu dès le premier tour. Non? Écoutez, monsieur Roselli... Vous jouez la langue de bois, c'est surprenant, David Viriman. Non, ce n'est pas la langue de bois. J'essaie d'être le plus juste possible. D'accord. Je ne veux pas faire offense à quiconque. Je ne veux pas dire, écoutez, Madame Charles, c'est l'épouvantail, les autres, ils ne servent strictement à rien. Il faut respecter les gens, monsieur Roselli. D'accord? Moi, j'ai comme principe fondamental le respect de la personne, quelle qu'elle soit. Donc, à partir de là, quelle que soit la personne qui se monte en candidat, je la prends en sérieux parce qu'elle vient pour faire valoir un certain nombre de choses. Donc, au travers des débats, des discussions, c'est à moi de me démarquer et de démontrer que je suis potentiellement le meilleur parmi toutes ces personnes-là. Bon, alors, c'est entendu. Revenons donc sur ces 2 ans, en quelques mots. J'ai posé la même question à Jean-Victor Castor cette semaine ou la semaine dernière. On vous a reproché aussi de la politique de la chaise vide. Et certains élus... non, mais il faut quand même revenir là-dessus. Vous êtes d'accord, juste pour une explication. On vous a reproché la politique de la chaise vide sur le dossier de l'évolution statutaire, notamment à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron. Quelle est votre explication aujourd'hui dessus? Mais, monsieur Roselli, à un moment donné, j'ai envie de dire, il faut qu'on reste sérieux 2 minutes. D'accord? Encore une fois, c'est toujours la même sphère qui émet ce genre de message-là. Il y a quand même des collègues élus à vous qui... je répète encore, c'est toujours la même sphère politique qui émet ces choses-là. Sur la base de quoi on dit que Jean-Victor Castor et David Viriman pratiquent la politique de la chaise vide? Parce qu'on a refusé d'aller dans un dîner en catimini avec Emmanuel Macron pour discuter de l'avenir de la Guyane. Mais il faut être sérieux. Pourquoi ils ne disent pas qu'en amont de ce rendez-vous-là, nous avons écrit un courrier en commun avec plusieurs d'autres élus pour demander à ce qu'ils mettent en place en Guyane ce qu'il a fait encore, c'est-à-dire une réunion publique pour que tous les Guyanais et les Guyanaises puissent suivre les discussions et les débats. Il a refusé. Alors, il le met en pratique dans d'autres territoires, mais chez nous, il ne veut pas. Pourquoi il refuse de le faire? Donc, à partir de là, et en cohérence avec ce qu'on a toujours fait avec la population, on a dit, ce n'est pas, et puis de toutes les manières, ce n'est pas au travers d'un dîner qu'on va valider ou définir l'avenir du territoire guyanais. Nous, on voulait qu'il y ait un vrai débat, de vraies discussions publiques en direct au niveau du territoire. Ça aurait permis effectivement aussi à la population de prendre le pouls, de se rendre compte de ce qui se dit avec le président de la République. Ensuite, pour finir, pour tous ces détracteurs-là, je rappelle, je l'ai dit, je le répéterai encore une fois. M. Macron est venu au mois de mars en Guyane. Au mois d'octobre, j'étais à l'Élysée en rendez-vous avec M. Macron et d'autres élus des Outre-mer. Et j'avais déjà parlé avec M. Macron sur l'avenir du territoire guyanais. D'accord? Et les mots que j'ai pu lui tenir sont les suivants. Que je ne veux pas lui demander de l'argent, parce que dès qu'aux Outre-mer on demande de l'argent par rapport à nos réalités, c'est tout un problème pour l'État, même si parallèlement l'État a la capacité à donner des milliards en aide à l'Ukraine. Mais je lui ai simplement dit qu'à partir du moment où lui ne veut pas mettre l'argent qu'il faut pour développer le territoire, de nous ôter les liens administratifs qui nous empêchent, nous en tout cas, de nous saisir de nos ressources et de les développer à notre guise, à notre manière et à notre image. La réponse qu'il m'a faite à ce moment-là, c'est de nous dire, écoutez, monsieur le député, si la Guyane souhaite un développement différencié de l'Hexagone, je l'entends, en contrepartie, il faudra que la Guyane accepte de recevoir moins d'aide. J'ai dit, monsieur le Président, je ne vous demande pas de l'aide. Je vous dis juste qu'en matière d'évolution statutaire, laissez-nous faire notre travail et vous allez voir de quoi nous sommes capables. Néanmoins, il ne nous a pas échappé que ça a créé une certaine cassure au niveau de la classe politique guyanaise. Vous avez participé au congrès des élus. Si vous êtes réélu, il va falloir avancer sur ce dossier, mine de rien, Joe, quand même. Quelles sont les armes que vous allez utiliser pour permettre à... Est-ce que là, vous serez prêt à retravailler avec les élus guyanais? Est-ce que vous serez prêt à siéger à nouveau au congrès? Et puis, comment on va faire pour faire avancer ce dossier qui est au statu quo, au point mort, pour ne pas dire point mort, David Viriman? Mais, monsieur Roselli... Là, on est d'accord ou pas, au moins? Non, parce qu'en fait, dans votre question, dans la manière dont on l'interprète, ça veut dire que je ne travaille pas ou je ne travaille plus avec les élus du territoire. Ce qui est totalement erroné, totalement faux en la matière, puisque j'ai toujours démontré ma capacité à vouloir faire avec les autres et à rassembler. Le passage d'Emmanuel Macron,
qu'est-ce qu'il met en évidence? Il met en évidence, soit nous sommes cohérents avec nos votes ou pas. D'accord? Je n'ai jamais critiqué quiconque qui a été s'asseoir, discuter, dîner avec Emmanuel Macron. C'est le choix de tout un chacun. Et je n'ai fait aucun jugement de valeur en la matière. Néanmoins, j'ai simplement dit, au sortir de ce dîner-là, quand j'ai pu entendre que Emmanuel Macron fait une autre proposition et que certains de nos élus sont prêts à y aller, j'ai dit, attention, nous avons voté quelque chose à l'unanimité au Congrès. Il ne faut pas qu'on puisse me dire maintenant derrière, parce que M. Macron est passé, on change de position. J'ai dit, il faut juste me dire ce qu'il en est. Si on continue à faire ce qu'on a voté, j'ai pas de problème, je me suis engagé pour et je continuerai. Si maintenant on veut aller vers autre chose de ce qu'on a voté, je dis là il y a un problème, il faut réunir tout le monde pour qu'on prenne une bonne décision définitivement. Donc j'ai demandé une clarification en la matière. Donc à aucun moment, d'accord, qu'on me dise où, quand et à quelle heure, j'ai pu dire que je ne travaillais pas ou que je ne travaillais plus avec les élus du territoire. Donc demain, vous reprendrez les travaux avec Gabriel Serville, avec l'association des maires, Mais on a toujours etc. fait, et je vais même vous dire, M. Roselli, même quand nous n'étions pas d'accord sur la stratégie définie au niveau du président de la collectivité, on a fait corps. On n'a jamais lâché. Bon, donc j'ai envie de vous dire, sur la base de quoi on veut nous prêter cela? Alors, ça n'a pas de sens. Ceci étant dit, quelle est la clé pour avancer sur ce dossier de l'évolution statutaire qu'est au point mort? On est d'accord au point là-dessus? Alors je réitère encore une fois. Qui est-ce qui a le dernier mot en matière, sur ce dossier-là? C'est la collectivité qui transmet les éléments, qui vote les délibérations. Donc si le dossier est au point mort aujourd'hui, pensez-vous vraiment que c'est du fait des députés? Franchement, M. Roselli, avec le nombre d'élus qu'il y a là au Congrès, on veut faire croire que sans les députés, le dossier n'avancerait pas. Il y a un vote qui se fait à chaque fois, je vous rappelle. D'accord? Donc, le dossier au point mort, ça sera au président de la collectivité de dire où ça en est, puisque moi, lors du dernier congrès, j'ai posé une question. Où en sommes-nous? Quelles sont les étapes suivantes? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un flou, on ne sait pas trop. Le truc n'est pas clair, je suis d'accord avec ça. Moi, maintenant, il faut donner de la clarté. Et aujourd'hui, je suis convaincu, même déterminé à ce qu'effectivement, que cette évolution statutaire se fasse, parce que ça fait partie des clés à l'évolution, au changement nécessaire au développement de ce territoire-là. Alors, je suis content d'avoir quelqu'un qui a l'expérience de l'Assemblée nationale ce matin, parce que c'est peut-être l'occasion de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent les vrais pouvoirs d'un député. Et à quoi ça sert? Parce que on entend là, durant cette campagne, là, ces derniers jours, en tout cas, moi j'ai entendu beaucoup de candidats, je les reçois tous le matin, qui, excusez-moi l'expression, s'égarent un peu sur des domaines, des thématiques qui ne rejoignent pas du tout, mais pas du tout, le travail du député, qui vont sur des terrains un peu locaux, j'ai envie de dire. Concrètement, sur quoi vous pouvez agir, Davy Riemann? Mais sur le volet législatif. Sur le volet législatif, c'est ça le rôle du député. Volet législatif, les lois et rien d'autre. Maintenant, le député peut... Par rapport à nous, évidemment. Ma question, sur quoi vous pouvez agir qui nous concerne concrètement? Mais je le répète encore une fois, sur le volet législatif. Ce qu'il faut comprendre dans la 5e République, celui qui a le pouvoir entre ses mains, concrètement, c'est l'exécutif. C'est ça, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, son gouvernement, et il ne faut pas oublier aussi l'exécutif local. Un maire ou un président de collectivité a plus de pouvoir concrètement qu'un député. Ce sont deux choses. Dans la 5e République, l'exécutif parle avec l'exécutif. Il y a un lien tangible, un lien direct dans cette structure-là. Le parlementaire, qui aujourd'hui est en place, aujourd'hui, il cherche encore sa place. C'est pour ça que j'ai dit maintenant, dans la 5e République, pour moi, c'est une faute politique. J'explique pourquoi. À partir du moment où c'est l'exécutif qui a le pouvoir, jusqu'en 2017, un parlementaire pouvait être exécutif local. Ils ont cassé ce lien-là. Sauf que maintenant, ils n'ont pas modifié la 5e République pour permettre maintenant de dire, dans le rôle du parlementaire, quel pouvoir on donne vraiment aux parlementaires à ce moment-là. Sauf qu'aujourd'hui, la Constitution de la 5e République est écrite de telle manière que, en fait, aujourd'hui, en tant que parlementaire, et vous pourrez en parler à d'autres, on se cherche parce que le lien avec le territoire, les actions qu'on peut mener, le poids qu'on peut mener dans les décisions, on nous met aussi dans certaines structures avec une voix consultative, on n'a pas de voix décisionnelle, vous voyez? Quel est l'intérêt de se présenter devant les électeurs alors? L'intérêt, c'est de dire, en tout cas, en débat au niveau de l'Assemblée nationale, pour faire bouger les lignes au niveau législatif, pour ne pas dire constitutionnel aussi également. Ce qui est important de dire, c'est pourquoi, en quoi c'est important l'Assemblée nationale, c'est parce que c'est là que l'avenir de nos territoires se décide au travers des lois. Et lorsqu'on voit, par exemple, que les lois sont votées en majorité, ou est-ce qu'il n'y a pas d'article spécifique par rapport à nos territoires, on dit juste que pour les Outre-mer, nous légiférons par décret ou par ordonnance, ça veut dire que le débat ne prend pas à l'Assemblée nationale,
concertant nos territoires. Donc maintenant, c'est en ça, moi, quand j'ai vu ce problème-là, j'ai proposé une loi constitutionnelle pour modifier cela, pour permettre d'avoir une commission permanente au sein de l'Assemblée. Donc ce sont les commissions qui ont le plus de poids, le plus de pouvoir au sein de l'Assemblée nationale, qui traitera que 2 sujets. Les collectivités territoriales, ce n'est pas le cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et les territoires d'outre-mer. Parce que ça obligerait maintenant que les débats aient lieu de façon obligatoire à l'Assemblée et qu'on prenne en compte nos réalités et prenne les bonnes décisions. Donc les choses sont claires ce matin. Et les auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est important pour eux. Si vous êtes réélu, ou qu'importe le député qui sera élu demain, il ne pourra pas agir sur le travail de la grand-mère d'un tel. Il ne pourra pas lui donner du béton. Il va par contre voter les lois qui vont régir l'avenir de votre quotidien. Tout à fait. Le député agit sur les lois qui viennent régir la vie en société. D'accord ? Le député... Il y en a qui promettent du travail, il y en a qui promettent ça c'est mentir à la population. Du terrain, etc., du foncier. Le député n'a aucun pouvoir en la matière. Ce sont que les exécutifs qui peuvent faire cela. Alors, en parlant d'exécutif, on parle de plus en plus de ce fameux article 16 qui permettrait au président de la République, durant quelques temps, d'avoir tous les pouvoirs. Là encore moins, les députés seraient, excusez-moi l'expression, utiles. Vous voyez ça de quel œil ? Écoutez, moi je vous dis franchement, je ne sais pas trop. Parce que la France serait ingouvernable et il serait obligé de prendre tous les pouvoirs. Je ne sais pas trop faire la politique fiction, je ne sais pas ce que va faire Emmanuel Macron. Moi je fais les choses étape par étape. L'étape là aujourd'hui, ce sont les élections législatives. Pour savoir maintenant à quoi ressemblera l'Assemblée nationale. Maintenant, si demain, il n'arrive pas à gouverner, il n'arrive pas à prendre des décisions, je veux dire, dans tous les cas de figure, ça sera sa faute et uniquement sa faute. Et vous demanderiez sa démission, Davy Riemann, comme d'autres le pressentent et le lui réclament? Moi, je n'ai pas à demander la démission de quelqu'un. C'est lui de savoir si ce qu'il fait est bon ou pas pour le pays dans sa globalité. Si maintenant il estime qu'il est toujours dans son bon ton, il continuera. C'est-à-dire qu'en face, il y aura toujours les oppositions pour lui démontrer qu'il est dans l'erreur. À un moment donné, et je pense que son allocution au soir des élections européennes démontre tout effectivement ce qu'est Emmanuel Macron. C'est en gros, c'est de votre faute et c'est moi la solution. Or que non, c'est lui qui met le chaos dans le pays depuis le premier quinquennat. Je rappellerai les Gilets jaunes quand même. Sous le gouvernement Macron, vous avez des Françaises et des Français qui ont été éborgnés, mais arrachés. Certains ont perdu la vie parce qu'ils manifestaient pour une meilleure vie du quotidien. C'est ça qu'il faut retenir. On a un président qui a massacré des gens parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leurs revendications. Sauf que là, on arrive à un point culminant de tout cela où, encore une fois, il veut faire croire que c'est la faute des autres. C'est pas de sa faute. À un moment donné, lorsque vous voyez il y a de tels problèmes, et ça c'est mon analyse, la chose n'est jamais unilatérale. On vit dans un monde où l'être humain fonctionne en réciprocité. Donc si M. Emmanuel Macron n'a pas la capacité aujourd'hui à comprendre que sa politique est destructrice au niveau de la nation, je veux dire, tant pis pour lui. La France, je rappelle, est l'un des rares pays au monde qui est passé d'une monarchie à une république en guillotinant son roi. Les Français savent ce que c'est que se battre, les Français savent ce que c'est que la lutte et ne lâcheront jamais en la matière. Alors, puisque vous mettez les 4 autres candidats de la deuxième circonscription au même niveau, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui vous différencie quand même de ces 4 autres? Là, vous pouvez nous répondre. Vous avez une différence, des avantages, et pas uniquement la fameuse prime au sortant. Non, mais je ne suis même pas là-dessus. Alors, dites-nous. Moi, l'avantage, si on peut rappeler ça un avantage, c'est déjà le point d'étape sur mes 2 ans de fonction que j'ai pu avoir en tant que député, ce qu'on a pu démontrer, ce qu'on a pu faire, la manière dont on aborde la politique, la manière dont on rencontre à la population, le lien qu'on veut garder avec la population, c'était du jamais vu. Tout le monde nous dit, ils n'avaient jamais vu ça, ils sont heureux. La capacité à travailler en binôme, concrètement, pour répondre aux besoins du territoire guyanais, ce qui donne plus de force, plus de force de frappe à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est toutes ces choses-là, les réunir les unes aux autres, que je démontre qu'en fait, oui, que je suis la bonne personne qui sont en lien avec ce que c'est le territoire demain. Son changement profond, son développement, le regard bienveillant qu'on va avoir les uns sur les autres, ne pas faire de distinction selon d'où on vient, selon le nom qu'on porte, toutes ces choses-là. Alors le regard bienveillant, vous êtes bienveillant vis-à-vis des autres candidats, parce que vous ne répondez pas vraiment à la question. Il y a quand même des critères. Enfin, si vous devez. Quels critères? Moi, mes critères, c'est tout ce que j'apporte, tout ce que je suis humainement, L'auditeur qui nous écoute là et qui doit faire un choix ce samedi, en vous écoutant, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'il mette votre bulletin dans l'urne? Pendant 2 ans, ils ont pu voir, entendre concrètement ce que j'ai pu faire. Ils ont pu effectivement lire les articles, les interventions que j'ai pu faire à différents moments. Donc, ils voient que je suis quelqu'un d'engagé, que lorsque je prends un dossier, je l'emmène jusqu'au bout, que je ne raconte pas 2 histoires
sur un même sujet, toujours la même chose, être cohérent, c'est important. Et je pense que c'est toute cette clarté que les gens ont besoin pour pouvoir effectivement se fixer et suivre la politique. Beaucoup nous ont dit, grâce à vous, je me suis réconcilié avec la politique, ou grâce à vous, je m'intéresse à la politique, ce que je ne faisais pas avant. Donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin pour faire que les personnes reviennent voter. Donc je leur dis que si effectivement vous avez eu ce regard-là, on a pu avoir cet impact sur vous, mais il faut continuer, voter pour moi dès le 29 juin prochain. Et quel mot pour la jeunesse quand même, avant de conclure, Davy Riemann, puisqu'on a eu l'occasion de réaliser des micro-trottoirs, et on a toujours ce sempiternel discours des jeunes qui disent « mais la politique, les élus ne s'intéressent pas à nous, etc. » Quel mot vous auriez pour les jeunes qui nous écoutent ce matin, ou pour les parents qui nous écoutent ce matin, afin de convaincre de cette jeunesse-là d'agir? C'est elle qui a l'avenir de la Guyane dans les mains. Mais surtout de ne pas désespérer. On vit des moments compliqués, difficiles. Ouais, mais sans lui dire ça tout le temps, j'imagine. Non, on leur dit pas ça tout le temps. On leur dit on va voir, ou certains font des promesses qui ne tiennent jamais. Alors qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Je leur dis en tout cas de ne pas désespérer, que l'avenir est entre leurs mains. Moi, ce que je propose, c'est de travailler avec toutes ces personnes-là et de créer cet avenir possible avec cette jeunesse-là. Je vais vous donner un exemple concret. L'année dernière, il y a la réunion à la préfecture pour les fonds concernant la DETR et la DESIL au niveau des collectivités. Et je regarde où les fonds seront fléchés pour l'année 2024. Et je suis surpris. Je dis, excusez-moi, monsieur le préfet, mais il y a un problème. 2024, c'est bien une année olympique en France, oui. Et il n'y a aucun fonds qui a été mis en place en matière pour financer les infrastructures sportives et pour répondre à la demande de notre jeunesse. Parce que vu la jeunesse qu'on a sur le territoire, le sport est un vecteur extrêmement important qui est sous-utilisé, sous-développé sur le territoire guyanais. Et là, il me regarde et il reste pour toi et me dit, ah non, là, je ne sais pas. Il m'a dit, je vais poser la question. Mais aujourd'hui, j'attends encore la réponse. Donc voilà, ce sont des signes qui ne trompent pas. Effectivement, on doit pouvoir avoir une politique publique à l'échelle locale qui réponde à la population. Lorsque vous avez un territoire, lorsque 50% a moins de 25 ans, vous devez mettre en place des infrastructures pour les accompagner. Et derrière, en matière économique, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez une flopée de main-d'œuvre qui est là, qui est sous-utilisée. Je vais juste rappeler quelques chiffres quand même, monsieur Rosélie. Un actif sur deux. Parce que ce qu'on appelle un actif, c'est une personne qui a entre 15 et 65 ans. Un actif sur deux en Guyane ne fait rien du tout. C'est un drame social. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Mais oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques publiques, ceux qui décident sur le territoire, doivent prendre ces problèmes à bras-le-corps et définir une stratégie pour répondre. Sauf qu'on n'a pas encore fait ce travail-là. Et c'est bien pour ça que moi je dis toujours, il y a une urgence qui est déjà dans l'urgence. On doit répondre à cela dans la mesure où, d'ici 25 ans, 2050, nous annonce que la population va doubler. On va la loger comment? On va donner du travail comment? On va la nourrir comment? Ça se décide maintenant. Donc les décideurs locaux aujourd'hui, c'est pour ça que moi je parle de changement de posture et faire évoluer l'état d'esprit pour aller vers un esprit de conquête, de stratégie pour répondre à tous ces besoins-là. Un mot encore, il faut vraiment qu'on conclue. Posture, tout le monde l'utilise. C'est le mot à la mode. J'entends d'autres candidats même sur la deuxième circonscription. Non. Vous l'utilisez aussi. Non. La posture, c'est quoi? La vraie posture de Davy Riemann, quelle est-elle? Celle qui met en avant les réalités du territoire guyanais avec détermination. Certains veulent nous faire croire que non, mais en étant bien vu, ça passera mieux, on sera mieux écouté. Bon, j'ai envie de vous dire, depuis l'époque Chirac et consorts, on a eu des députés et des élus ici qui étaient collés avec eux. Ça n'a rien changé pour autant. Moi, aujourd'hui, maintenant, c'est dire la vérité. Faut pas mentir juste parce qu'on veut se faire plaisir, on se fait bien voir. Non, on dit la vérité, il y a un problème, on trouve la solution et on le règle, étape par étape. Moi, c'est un processus que j'ai mis en place et sur lequel je resterai parce que c'est ça de vrai pour moi. Alors, comme pour tous les candidats, une minute de conclusion pour les sceptiques, les derniers là qui vous écoutent, qui n'ont pas encore fait le choix sur la deuxième circonscription. Chers compatriotes, vous savez, pendant ces 23 premiers mois, Jean-Victor Castor et moi, on a démontré notre capacité à travailler pour le bien commun, pour l'intérêt général, pour la Guyane, dans son entièreté, dans sa globalité et pour toute la population. Le 29 juin, vous aurez un choix à faire. Celui-ci est simple. Soit on continue le changement qui est opéré pour le développement de la Guyane, soit on retourne vers l'ancien temps qui ne nous a pas démontré sa volonté à faire le bien pour tout le territoire. Donc moi, je m'inscris en ça. La continuité du travail engagé, la continuité pour faire que la Guyane puisse effectivement émerger, se développer et répondre à tous les besoins de la population. Donc si vous faites ce choix-là, dès le 29 juin, je dis bien dès le 29 juin, massivement, votez pour Davy Riemann et Jean-Victor Castor. Merci beaucoup Davy Riemann. Bonne journée. Et on va terminer notre série demain avec Monsieur Kogan. On va revenir sur la première circonscription. Merci, bonne journée. Merci à vous.